On va surtout s'appesantir sur l'anatomie de cette zone et bien comprendre, maîtriser cette région qui est un petit peu complexe, mais pas dangereuse. Par contre, je pense qu'elle a une mauvaise réputation parce que les gens, comme d'habitude, quand ils connaissent pas, ils ont peur. Voilà. Donc, on va faire les points sur les moyens d'investigation, comment on peut connaître bien cette zone et qu'est-ce qu'on va analyser comme élément pour faire notre étude préimplantaire. Et on va voir un petit peu aussi ce que la bibliographie nous dit là-dessus. Donc, cette zone, ben, vous la découvrez sur un os sec, là, donc avec l'aile latérale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. En deux, vous avez le processus pyramidal de l'os palatin. Et en trois, vous avez la tubérosité maxillaire. Mais on va aller, vous allez voir dans le détail de tout ça. Voilà, donc ça, c'est l'éclaté de cette zone. Donc, pour bien vous montrer cette aile latérale du processus ptérygoïde de l'os maxillaire, vous avez donc ce processus pyramidal de l'os palatin qui est au fond donc coincé, on va dire, entre les deux, entre le un et le 3 et la tubérosité maxillaire que vous connaissez bien, puisque chaque fois qu'on fait une dent de sagesse, on la découvre. Voilà, donc le maxillaire droit, voilà, donc c'est cet os, il se situe exactement là, vous voyez, dans le crâne, vous voyez, c'est un os qui est euh, très grand et qui a surtout des rapports étroits avec eh ben, le nez, hein, bien sûr, et le sinus. Et donc, très important, il a un rapport avec l'orbite. Donc, c'est un os qui est très important et qui nous est indispensable de connaître parfaitement. Cet os, eh bien, comme tous les os qui sont mixtes, c'est-à-dire à la fois alvéolaires euh, et donc basal, eh bien, cet os, il a donc tendance à se résorber et on le sait bien. Et en fait, il va rester après toute cette résorption de l'os alvéolaire autour des dents. Il va nous rester la région tubéro-ptérygoïdienne, il va nous rester le processus zygomatique, il va nous rester l'épine nasale et il va nous rester une partie de la bosse canine. Voilà, donc ça c'est les quatre zones qu'on va pouvoir utiliser donc en implantologie basale. De nouveau, la vue sur l'os sec, mais là, donc, après extraction des dents. Donc, avec la fosse infratemporale, donc, qui va se situer, donc, et dans laquelle nous allons découvrir, comme vous l'avez déjà certainement découvert, donc, la boule de Bichat, la boule graisseuse de Bichat. Donc, voilà un petit peu cet os décrit avec les sutures qui le relient aux autres os, d'accord? Voilà, donc, et qui va nous permettre de suivre avec détail cet os maxillaire. Donc, os maxillaire que l'on voit donc là dans une vue occlusale avec les flèches dans le sens de la résorption, puisque vous avez, vous le savez, une résorption centripète, à l'inverse de la mandibule qui a une résorption, elle, centrifuge. Et on voit donc ces différents petits os qui vont euh, donc se réunir. Alors ces petits os qui vont se réunir, ils vont avoir un rôle très important dans la stabilité de cet implant, donc stabilité primaire, bien sûr, mais aussi stabilité secondaire après ostéo-intégration. Tout simplement pourquoi? Parce que nous allons avoir autant d'os que nous avons, autant de corticales que nous avons et que nous allons traverser. Donc notre ancrage ne va pas se faire dans une corticale et dans un os spongieux, mais elle va se faire dans plusieurs corticales. C'est ce qui va donner
donc cette qualité d'ancrage à l'implant tubéro-ptérygoïdien. Donc voilà, donc notre implant qui va passer au travers de cette différence corticale. La première que nous allons rencontrer, c'est la tubérosité externe. La deuxième, c'est la tubérosité interne. La troisième, c'est l'os palatin externe. Quatrième, c'est l'os palatin interne. Et nous allons avoir le processus ptérygoïdien. Là, on peut avoir une première corticale, mais on pourra peut-être aussi, des fois, mais avec, je dirais, délicatesse, aller aussi s'ancrer dans une sixième donc, corticale, donc juste avant la fosse ptérygoïdienne. Mais ça demande, je dirais, un peu plus de doigté. Alors, on va voir maintenant donc cet os euh, ce très bel os que vous avez, hein, donc sphénoïde, qui est absolument magnifique. Et donc, ce qui va nous concerner, c'est le processus ptérygoïde. Donc, avec sa petite aile, sa grande aile, et on lui attribue souvent une, une similitude avec les chauves-souris. Voilà. Donc, et maintenant, je vous le situe en 3D dans le crâne. Voilà, donc toutes ces images ont été réalisées et compilées par le docteur Demes, donc je remercie encore. Et donc, autre os, cet os donc, qui est pris en sandwich, donc c'est l'os palatin avec un processus pyramidal, un processus orbitaire et un processus palatin. Ce qui nous concerne, c'est le processus pyramidal. Donc, il va se situer en bas au niveau de entre A et B, ici. Donc, il va se situer là. Et si vous voulez, c'est un os qui va être pour nous un bon moyen de repérage. Voilà, donc euh, ce moyen de repérage, eh ben, ça va être ce ligament nacré. Ce ligament nacré, ça va constituer pour nous, donc réellement, donc, comme en navigation, une balise. Et cette balise, vous allez le constater quand vous ferez les premières chirurgies dans le coin. Elle est extrêmement visible. Elle va donc réellement vous faire un flash dans les yeux parce que le ligament est réellement nacré et sous l'effet du cialytique, il va immédiatement bien vous signifier que vous êtes au bon endroit et dans cette zone. Alors, on a différentes morphologies osseuses en fonction de nos patients, de leur âge et tout ça. Donc, il y a eu des études là-dessus. On sait que dans les types 2 et 3, donc c'est ce type-là et ce type-là, c'est la majorité des cas et qui sont dans ces deux types. Ça ne va pas avoir une grande importance pour nous dans la mesure où maintenant nous avons des moyens d'investigation qui vont nous dispenser de cette classification. Et puis en vue occlusale, on a aussi, je dirais, des morphologies osseuses variables qui vont conditionner l'angulation de nos implants. Mais ça, comme je vous l'ai dit précédemment, les nouveaux moyens d'investigation en 3D nous permettent de travailler sans avoir connaissance de ces différentes typologies. Donc voilà donc de nouveau cette zone qui est représentée et nous allons avoir donc le foramen grand palatin qui nous est indispensable de connaître évidemment et de localiser quand nous ferons l'incision. Nous avons souvent des foramen accessoires et nous avons cette suture cruciale dans laquelle va venir s'ancrer le ligament nacré. Voilà, en plus gros plan, le foramen grand palatin et
le ou les foramen accessoires. Si on fait une coupe et qu'on regarde un petit peu les éléments vasculo-nerveux et musculaires, en rapport immédiat, nous avons ce pédicule, donc vasculo-nerveux alvéolaire postéro-supérieur, appelé donc pédicule grand palatin. Nous avons les muscles ptérygoïdiens latéral et médial, dont le ligament donc s'insère dans cette suture. Et puis nous avons des rapports plus lointains ici, hein, donc qui sont le vestibule jugal, qui contiennent des structures anatomiques en dehors du muscle bucciculaire, mais ce sont des zones dans lesquelles nous ne sommes pas concernés dans la chirurgie et dans le placement des implants tubéro-ptérygoïdiens. La vascularisation se fait essentiellement donc par ces artères, hein, donc qui sont des émanations de la carotide et donc qui viennent vasculariser, souvent avec des anastomoses, comme on voit ici, hein. On a une anastomose qui se crée, donc avec donc le grand palatin, vous voyez, qui est là, et vous avez aussi le pédicule donc, qui est postéro-antérieur, c'est-à-dire qui est juste derrière la suture intermaxillaire, hein, donc, et qui s'anastomose. Et donc, vous avez une anastomose et un circuit, ce qui fait que des fois, si on lèse ici ce pédicule antérieur, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute manière, la vascularisation du palais continuera à se faire par le grand palatin. Par contre, il est dangereux de créer une effraction et de couper le grand palatin parce que d'abord, on va avoir un risque hémorragique important et on a un risque de nécrose aussi important. Donc, on va essayer de le préserver. D'accord? Voilà, donc les artères, donc toujours dans le cadre de la vascularisation, donc, Gaudí les a individualisés dans les coupes que nous vous montrons. Et là, vous voyez très bien cette anastomose donc, il y a, donc, et ce circuit vasculaire qu'il existe entre le grand palatin et puis les artères entrales sinusiennes, hein. Donc, tout ça est relié par des anastomoses. Les artères entrales, vous en voyez une ici, hein. Il faut savoir les repérer, hein, évidemment, puisque si vous intervenez dans le sinus, il va falloir les éviter. C'est quand même un des gros avantages de l'implant tubéro-ptérygoïdien, c'est de nous éviter beaucoup de comblement de sinus. C'est un des grands avantages et une des qualités de cet implant qui va nous permettre hein, donc de passer au-dessus du sinus et d'éviter aux patients des comblements des sinus et les attentes qui en découlent parce qu'il va falloir attendre euh, plusieurs mois avant de pouvoir intervenir. La vascularisation veineuse, elle est moins intéressante pour nous puisque elle est complètement donc externe. L'innervation, alors l'innervation donc du maxillaire, elle est essentiellement pour nous, ce qui nous concerne, c'est le palais, si vous voulez, ça c'est important. Mais autrement, on n'a pas beaucoup de nerfs qui sont pour nous des obstacles anatomiques. Voilà le nerf postéro-supérieur, le pédicule grand palatin, donc qui a été isolé ici, hein, donc en 1. En 2, vous avez l'artère palatine et les nerfs palatins accessoires. Si on veut disséquer ce grand palatin, c'est possible, c'est pas facile, mais Gaudí l'a fait et nous a pris de très belles photos pour la dissection du nerf grand palatin. Vous voyez qu'il se distribue tel un éventail au niveau du palais. Alors par contre, ce que vous constatez, c'est qu'il est toujours, ce nerf grand palatin, il est toujours dans l'épaisseur du palais. Il n'est jamais
donc contre l'os maxillaire, d'accord? Jamais, 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 ou contre l'os palatin, mais jamais contre l'os maxillaire. Donc ça c'est très important euh, pour notre chirurgie de, de dissection et d'ouverture de la zone pour bien y voir. Ça sera pour nous la sécurité absolue, ça sera de rester au contact de l'os maxillaire lorsque nous soulevons ce lambeau palatin. Si vous restez au contact de l'os, vous ne risquez rien. D'accord? Voilà, donc là aussi, on l'a isolé. Et là, on voit donc schématiser la position schématique de cet implant tubéro-ptérygoïdien. Ça va nous donner ça et on voit, vous voyez très bien que cet implant-là, eh ben, de toute manière, il ne peut pas, je dirais, être dangereux pour notre grand palatin, puisque en fait, il suit le trajet et il n'est pas perpendiculaire au trajet. À la mandibule, vous savez bien que le 5-3, bah, pour nous, c'est dangereux parce que, si vous voulez, nos implants sont posés perpendiculaires et peuvent donc léser dramatiquement ce 5-3. Parce qu'ils vont être perpendiculaires, ils vont le sectionner. Là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez le tangenter, vous pouvez l'effleurer, ça arrive, mais vous ne pouvez pas le sectionner parce que vous êtes dans le même axe que lui. Alors, les muscles ptérygoïdiens, avec l'insertion ici des ligaments et de ce ligament qui va nous permettre très bien de le visualiser. Donc, ce ligament dit nacré, parce que quand vous allez l'éclairer, eh ben, avec le cialytique, vous allez le voir briller comme une balise, comme un phare qui va vous permettre de savoir que vous êtes exactement où il faut. Les rapports lointains, le corps adipeux de la joue, donc qu'on appelle la boule de Bichat, le muscle buccinateur, le conduit parotidien, les muscles granzygomatiques et le muscle masséter. Mais ça, ce sont des rapports dits lointains, donc ils ne nous intéressent pas beaucoup. L'artère faciale, c'est pareil, elle ne nous intéresse pas beaucoup dans le cas du tubéro-ptérygoïdien. La qualité osseuse, quelle est-elle dans cette zone? Eh bien, donc, on a fait une étude pour voir un petit peu euh, dans quel os nous avons affaire. Donc, on voit très bien que la zone tubérositaire, et vous le savez, c'est un mauvais ancrage. D'accord? C'est un mauvais ancrage, c'est un os extrêmement spongieux, voire un os graisseux. Par contre, la zone ptérygoïde est un très bon ancrage et je vous ai expliqué tout à l'heure la raison pour laquelle c'est un bon ancrage, car euh, eh bien, vous allez traverser plusieurs corticales et c'est ce qui en fait un excellent ancrage. Si on voit un petit peu la revue de littérature qui a été faite là-dessus, on s'aperçoit que le taux de succès moyen est de 90%. Donc, légèrement inférieur par rapport à l'implantologie, je dirais, traditionnelle, mais tout simplement, ça vient du fait que les gens ne posent cet implant que très peu, n'ont pas beaucoup l'habitude de le poser, et donc nous fait un taux de succès qui est un petit peu inférieur à l'habitude. On va résumer pourquoi les tubéroptérygoïdiens. En grandeur, c'est une zone anatomique basale, on n'a pas de périimplantite. En grand 2, ça permet d'éviter les sinus lifts, donc ça c'est grave.
gros avantage. Et c'est un super ancrage prothétique parce que on va être, je dirais, absolument pas parallèle aux implants, mais on va être donc à 45 degrés. Et donc, on va pouvoir s'ancrer prothétiquement pour peu qu'on utilise, je dirais, des piliers donc monoblocs qui supportent ces angulations. Mais pour peu qu'on sache s'en servir avec le laboratoire, donc sache s'en servir, ça va être un super ancrage prothétique. Alors, en take-home message, on va garder comme ce que je viens de vous dire avec le petit dessin animé, mais on va le répéter. C'est une zone anatomique qui est corticalisée, postérieure, c'est un super ancrage prothétique. Ça évite les chirurgies d'élévation sinusienne, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Par contre, il va falloir maîtriser l'environnement et repérer anatomiquement tout ce qui est en opératoire. Et il va falloir les repérer. Et donc maintenant, comment on va planifier tout ça? On va tracer une courbe panoramique. Cette courbe panoramique, c'est important parce que c'est comme ça qu'il va bien falloir donc se repérer. Alors, une petite vidéo pour vous montrer. Donc, il faut s'assurer du positionnement correct du CBCT. Et si vous devez déléguer, il va falloir former votre assistante pour ça. Il faut qu'il y ait une immobilité du patient indispensable. Et là, donc, on est en train de le tracer, vous voyez. Et on va pouvoir avoir cette zone, voilà, qui va nous être facile maintenant d'exploiter avec les tubéroptérygoïdiens. Et là, on voit des tubéroptérygoïdiens qui ont été posés plusieurs années en arrière, qui sont toujours là. Donc, c'est super. La représentation de l'implant tubéroptérygoïde et de son angulation est subordonnée au type de CBCT et au tracé de la courbe panoramique. Ça veut dire qu'en fonction du générateur que vous allez utiliser et en fonction de la courbe panoramique que va suivre votre CBCT, eh bien, vous allez avoir l'impression des fois d'angulation extrême ou pas d'angulation du tout. Mais ça, c'est essentiellement dû, à l'anatomie du patient, évidemment, mais pas que. Surtout, ça va être conditionné par votre CBCT. Donc, on ne peut pas, je dirais, se dire, ben voilà, je mets à 45 degrés et je suis bon. Non, pas du tout. Il va falloir, donc, en fonction de l'anatomie et en fonction du CBCT, bien positionner cet implant, donc, en fonction euh, euh, des os disponibles. Donc, on retrace de nouveau une courbe panoramique. Vous voyez, c'est cette zone-là qui m'intéresse, ici. Voilà. Donc, je fais en sorte de bien voir cette zone-là de chaque côté. Là, je vais choisir un implant, un type d'implant, et je vais aller le positionner de manière un peu empirique la première fois. Je vais prendre un implant 3 par 19 de forme conique. Ce n'est pas indispensable d'avoir la forme de l'implant exacte, parce que de toute manière, c'est le forage qui fera la différence. Et là, je vais le positionner. Regardez, vous voyez? Je le positionne juste en postérieur de la paroi postérieure du sinus. Et je vais aller donc passer ces différentes corticales, ces 5 corticales, de manière à pouvoir obtenir un très bel ancrage, en sachant que ma tubérosité n'est pas un bon ancrage. Au contraire, c'est elle qui est le moins bon des ancrages au niveau de cet implant. Voilà, donc là, j'affine donc mon positionnement de l'implant. Et après, en dernier lieu, je vais le suivre sur une courbe sagittale, de manière à pouvoir m'assurer qu'il est tout le temps dans l'os et qu'il n'interfère pas ou ne flirte pas avec
mon grand palatin. Je vous rappelle quand même quelques notions, coupe sagittale, coupe frontale, coupe transverse. D'accord? Ça, c'est important hein, pour que vous sachiez bien où vous en êtes. On va se concentrer maintenant sur les coupes transverses. D'accord? Pour savoir si on a bien placé l'implant. Et en fait, on va faire défiler ces coupes transverses, donc de haut en bas ou de bas en haut. Vous voyez, donc on va les faire défiler comme ça pour voir exactement où nous sommes et comment nous allons, et que l'implant doit bien rester centré. Donc là, je retrace ma courbe panoramique en premier. Vous voyez, l'assistante n'a pas positionné idéalement le patient avec ses zones tubéro-ptérygoïdiennes. Je ne les vois pas très bien, mais suffisamment quand même pour pouvoir me positionner. Voilà, on reprend un petit peu cette courbe panoramique là et on va aller positionner notre implant. Donc, on va choisir un implant 19 mm, 3,3, et on va aller le positionner donc, dans cette zone tubéro-ptérygoïdienne. Voilà. Donc, au début, je le positionne juste de manière simple, et après, je vais affiner ma position. Et à la fin, donc, par un défilement de ces coupes transverses, je vais pouvoir être sûr qu'il est toujours dans l'os et que son apex va être dans la corticale ptérygoïdienne. C'est très important. Et ça prend pas très longtemps, hein, là c'est fait en direct, hein, ça prend pas longtemps pour pouvoir bien planifier cet implant. Là, on a un massif osseux assez généreux, mais des fois, on a des massifs osseux qui le sont beaucoup moins. Là, on avait un peu de chance. Voilà. Mais des fois, on a des massifs osseux où il y a pas grand-chose. On va avancer un petit peu là. Alors, on va placer l'autre implant de l'autre côté, d'accord? Donc, c'est pareil, on le positionne de manière un petit peu empirique au début. Puis après, et puis après, après, on affine, vous voyez, la position. Voilà, donc là, pour le 28, hein. Voilà, très bien. Et, euh, et après, notre dernière vérification, c'est en faisant défiler les coupes transverses que nous ferons défiler, donc pour voir s'il est tout le temps dans l'os. Voilà. Bien, voilà. Donc, on va faire un peu des arrêts sur image. Moi, ça sera plus clair pour vous. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'il soit systématiquement incliné, hein. C'est pas vrai, hein. Mais ça dépend exclusivement du CBCT et de la courbe que le CBCT donc poursuit. Vous voyez là, donc là, on a une inclinaison et on va donc toujours s'assurer que sur les coupes transverses, en rouge ici, eh bien, ils soient toujours bien au milieu. Voilà, très bien. Voilà, on fait défiler et au moins on s'assure qu'il est toujours. Alors pour le 28, ben, on va faire pareil, hein. Alors là, vous voyez, par exemple, le 28, il demande d'être corrigé un peu, hein. Donc on va le corriger parce qu'ici, il n'est pas au milieu de l'os, hein, il est
carrément latéral, donc il va falloir le ramener. Voilà, donc on le ramène pour faire en sorte qu'il soit bien au milieu de l'os. Voilà. Voilà. Et on va s'assurer, donc par un défisement successif des coudes transverses, qu'il reste bien centré sur l'os. Donc, on va faire à la fin des contrôles. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence avec le sinus? Est-ce que je ne croise pas le paquet vasculo-nerveux du rond palatin et accessoire? Et est-ce que je ne vais pas trop loin pour ne pas effracter plus que nécessaire donc l'entrage de la zone postérieure de la ptérygoïde? Donc, je vérifie. Et là, on va faire à cette étape la longueur et le choix de l'implant. Alors, voyons quel implant nous allons choisir. On va choisir un implant donc, de la série MF4, donc de chez Visi, Victory. C'est un implant donc, qui a une zone adaptée à la zone ptérygoïdienne. Donc, il est très fin au bout, 3,3. Il a un microfiletage. Et donc, il est adapté à ces zones de forte densité osseuse que sont les corticales et à des crêtes osseuses de faible épaisseur. Donc, on a donc une connectique très spécifique, hein, donc qui s'appelle monobloc. C'est un hexagonal interne, hein, donc il y a une vis de serrage qui est en or qui fait 1,4, donc on peut serrer à 20 newtons. Les répartitions des contraintes donc, permettent de diminuer le risque de fracture de la vis, hein, puisque c'est un implant qui est monolithique. Il a une très bonne stabilité. On n'a pas de problème d'étanchéité puisqu'il est d'un seul bloc et que la partie transgingivale fait partie intégrante de l'implant. Et il permet une angulation prothétique maximum puisqu'on peut relier des implants carrément à 90 degrés. Le col est lisse. D'accord? Donc, pour respecter les tissus mous, c'est une surface qui n'a pas été du tout traitée. Il y a un triple microfilet, donc qui permet une augmentation de la surface de contact, une extension progressive et atraumatique dans l'os dense, avec une bonne adhésion cellulaire, donc, et une répartition homogène des forces occlusales. Et ça nous permet de stabiliser l'os cortical. On a des gougures pour permettre l'évacuation de pression sanguine, hein, et une décompression hydraulique avec un léger verrouillage de l'implant. Et aussi, ça permet en fin d'intervention, au bout du visage, de faire une implantation donc, de l'implant de manière à obtenir vraiment là une très bonne stabilité primaire. Ça, c'est important, cette implantation finale est très importante. Et elle n'est pas dangereuse parce que nous avons un apex arrondi donc qui n'abîmera pas les structures anatomiques. On a deux hauteurs disponibles, donc avec la même hauteur de colle, on va dire, hein. Donc on a un implant donc, en 16 et un implant en 19. Donc ça, c'est la partie, je dirais, travaillante de l'implant, mais après, vous allez rajouter cette hauteur de colle de 4 mm, donc ça fait un implant de 21 et un implant de 23. L'émergence est toujours à 4,5. Cette émergence très large permet de trouver néanmoins un ancrage donc au niveau de la tubérosité. Voilà donc un petit peu en résumé les avantages de cet implant ptérygoïdien. La présentation de cet implant, elle est donc avec des étiquettes amovibles. On voit très bien l'implant donc dans son sachet et des informations relatives à l'implant. C'est un système donc où tout est d'un seul bloc. Vous avez l'implant, le porte-implant, la vis de laboratoire, la vis de couverture. Vous n'avez rien à rajouter dans votre commande. Donc quelques petits exemples. Donc avec une chirurgie qui a été faite lors du DU d'implantologie
basé à la Clermont-Ferrand. Donc, nous avons fait poser donc, en guidage dynamique à des praticiens qui n'avaient jamais ni posé de d'implant tubéro-ptérygoïdien, ni posé d'implant de manière naviguée. C'est là où on voit que la navigation sécurise énormément la pose de ces implants. Voilà, donc en résumé, comment on va aborder chirurgicalement la pose de cet implant. Donc en premier, on va faire une incision crestale de distale en mésial. On va donc, après, là, vous voyez qu'on est au contact osseux. On va faire une petite incision de décharge, donc vestibulaire en distale. J'avance un peu plus vite, hein, parce que je sais que tout le monde travaille à 14 heures. Et on va faire, donc, on va décoller ce lambeau en restant bien au contact osseux. Voilà, donc on fait bien attention de rester au contact osseux. C'est là où on ne prend pas de risque. Alors que si vous faites, je dirais, un lambeau de demi-épaisseur à cet endroit-là, ben vous prendrez un risque énorme. Donc ici, on reste en pleine épaisseur. On va même, donc, dans ce cas-là, aller attacher donc euh, le lambeau en face. C'est pour ça qu'on fait une petite anesthésie de manière à faire un petit point de suture qui va nous permettre de mieux récliner le lambeau. Après, on va faire et récliner le lambeau donc vestibulaire. Pareil, on reste au contact osseux et éventuellement une petite décharge. On peut se permettre une petite décharge si on veut donner plus de laxité. Voilà, donc là, on va aller découvrir le ligament donc nacré. Donc, on va aller voir ce ligament nacré. Si ça va pas avant le rendez-vous, vous me rappelez avant. Hein. Ah merde. J'avance un peu. Voilà, hop. Voilà le ligament nacré. Donc, on sait qu'on est au bon endroit, que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord? On va dire vendredi 22 à 11h50. Bon pour vous? Voilà. Donc là, à partir de là, on va faire en chirurgie guidée dynamique. On va aller donc positionner notre implant. On refait un peu d'anesthésie pour être sûr qu'il n'y ait pas de douleur. Là, on libère un petit peu le lambeau donc au niveau vestibulaire pour avoir plus de visibilité, surtout pour la vidéo. Voilà, là, vous voyez la boule graisseuse de Bichat qui apparaît. Et là, donc, on va aller juste pour que vous y voyez mieux, on va libérer le palais. Donc, en résumé, incision crestale, de distale en médial, décharge distale, décharge médiale, lambeau palatin de pleine épaisseur. Là, maintenant, on va voir, on va suivre à la fois sur l'écran et à la fois en bouche, on va suivre donc la pose du ptérygoméridien en chirurgie guidée dynamique. On va baisser un peu le son. Voilà. Donc, on va baisser le son pour poursuivre. Donc là, il est en train de, vous voyez, il a juste sa position sur l'écran
Et après, quand il sera donc au centre de la cible et tout en vert, il va pouvoir commencer à forer. Et je vous répète, c'est quelqu'un qui n'avait jamais travaillé son Navident et qui n'avait jamais posé le tubéro ptérygoïdien. Donc, vous voyez qu'avec les bons outils, avec les bons implants, les bons forets, eh bien, on arrive parfaitement à travailler. Si vous voulez des informations sur la chirurgie guidée dynamique, eh ben, n'hésitez pas donc à me téléphoner ou à m'écrire et vous pourrez venir au cabinet voir des chirurgies en direct. Je fais une formation fin janvier à Flumet de 3 jours sur la chirurgie guidée dynamique. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au niveau de IPP Pharma, donc, qui commercialise Navident en France. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc vous voyez que hop, il est arrivé donc à la longueur maximum et ça s'est affiché en rouge. Voilà, donc maintenant, il va poser des disques implants. Bon, comme ce n'est pas le sujet du jour, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais on peut aussi poser en chirurgie guidée dynamique des disques implants. Et on va avoir voilà, les radios post-op de cet implant ptérygoïdien, tubéro-ptérygoïdien et des disques implants. Et je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop mis en retard pour votre travail. Donc, C'était très très bien et très complet. Est-ce que vous avez des questions? Tu as les félicitations de nos interlocuteurs par ce pouce levé. Jacques, comme d'habitude, c'était très clair, très détaillé. N'hésitez pas, il y a la formation effectivement si vous avez besoin d'une avidant. Les équipes Visi sont à votre disposition et on peut se voir tous à l'ADF puisque c'est dans peu de temps maintenant. et Donc au alors, plaisir de tu vous nous voir rappelles le numéro du stand Visi pour qu'on vienne vous voir. Donc, c'est au quatrième Alors étage là, toujours. là, tu me poses une colle. C'est le quatrième étage, mais Bon, je ben vais après, pas. au quatrième étage, de toute manière, on vous trouvera facilement. On est Vous avez obligé de me toujours voir. un. On fait un angle, mais je peux vous donner ça immédiatement. On bouge pas. Je vais vous Voilà, donner non, ça tout de c'est suite, important, c'est le important. numéro du stand, bien sûr. Voilà, c'est Votre important. stand, on est. Eh bien sûr, on n'y est pas. Faut que je retrouve juste un mail où il y a tout dessus. Et voilà. On sera au 4M10. C'est comme la bataille navale. 4M10. Donc quatrième 4 étage, M10, voilà. allez Donc, M, stand numéro voilà. 10. Voilà. Très bien. Eh bien, on se retrouve là-haut, donc à Paris. Merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai couvert le sujet. Comme toujours, parfaitement. Et puis on a le plaisir de se voir jeudi Bientôt. sur Nice, Jacques. Et je dis au DU d'implantologie guidée. Et tout à Donc, fait. dernière session. Il n'y a plus de place pour ceux qui veulent s'inscrire. Il n'y a plus de place pour 2025. Mais euh, inscrivez-vous déjà pour 2026. 2026. Mhm. Voilà. Donc, pour le DU d'implantologie basale, il n'y a plus de place non plus. Mais Mhm. celui-là, il dure 2 ans. Donc, vous ne pourrez vous inscrire que en 2027. Ou Mais il y alors a à Clermont. Clermont-Ferrand. Il y a Clermont où il restera peut-être un peu de place à Clermont. Donc, Tout à fait. où le DU d'implantologie basale est exceptionnel aussi, comme celui de Nice. Et les inscriptions pour Clermont-Ferrand commencent en janvier. Donc voilà. Voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire. On a une question, on a un chat qui nous a été écrit. Non, mais c'était un chat Non, c'était pour te remercier pour de l'information. remerciement. À bientôt! À très bientôt. Merci.